Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny. Splendid. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est pas vrai, je rêve. On se demande où est le monde. Bonjour à tous et bienvenue sur Rétrospect Film. Qui dit mercredi dit sortie ciné, voici ce que vous pourrez retrouver en salle cette semaine du 27 novembre. C'est toi qui as voulu venir. Après le carton du deuxième vice-versa pour Pixar, Disney propose aussi une suite tant attendue avec l'événement de cette semaine, la sortie de Vaiana 2. En tant qu'exploratrice, il est de mon devoir d'achever ce qu'ils ont commencé. Vaiana, montre-nous que nous irons toujours plus loin. Dans ce nouveau film, Vaiana va embarquer pour un long périple après un appel de ses ancêtres, un long périple qui va la mener jusqu'aux eaux dangereuses situées aux confins des mers des îles du Pacifique. C'est la suite tant attendue par les fans du premier volet qui avait réuni pas loin de 5,6 millions de spectateurs dans les salles françaises et pour une recette de 643 millions de dollars au travers du monde. Pour ce nouvel opus, c'est une toute nouvelle équipe derrière le projet avec une nouvelle bande de réalisateurs composée de David J. Derrick Jr., Jason Hunt et Dana Ledoux-Miller. Les réalisateurs changent mais pas les voix, on a conservé des acteurs bien connus au doublage, Dwayne Johnson et Holly Cravlon. Côté musique, même si Lin-Manuel Miranda, compositeur des musiques du premier volet, n'est pas de retour, les réalisateurs ont fait appel aux lauréats de plusieurs Grammy, Abigail Barlow, Emily Beer et Mark Monsina, et une déjà présente lors du premier volet, Opteina Foay. Pour les fans de Disney, cette fin d'année est faite pour vous, puisque dans quelques semaines, nous vous parlerons de Mufasa le Roi Lion. Et puis pour les fans de Vaiana, sachez qu'une adaptation en live action est déjà prévue pour 2026 avec Dwayne Johnson. Si on faisait un petit détour du côté de la musique avec le nouveau film d'Emmanuel Courcol, En fanfare. Tenez, large. Je vous explique. Tout allait pour le mieux pour Thibaut, un chef d'orchestre de renommée, jusqu'au jour où on lui diagnostique une leucémie. En pleine recherche de moelle, il découvre qu'il a été adopté et qu'il a un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire, qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Les opposés parfaits, mais une chose les réunit, la musique. Ça fait combien de temps que tu joues du trombone? Puis tu sais, ici c'est fanfare ou foot, hein. Notre chef nous a plaqué lâchement. Mais vous avez pas un remplaçant? C'est toi qui dois diriger. Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre toi non plus, hein. Je vais t'aider. Allez, viens. Le film a été présenté à Cannes Première et au casting de cette comédie réjouissante, nous avons d'abord Pierre Lotin pour jouer le cadet des frères, celui qui joue dans une fanfare. Alors c'était évidemment une évidence pour la réalisatrice de caster Pierre Lotin, puisqu'il a déjà joué dans un Triomphe, l'un des précédents films d'Emmanuel Courcol. En revanche, le choix de son frère aîné, Benjamin Laverne, était moins évident, puisqu'au départ, au scénario, le chef d'orchestre était le petit frère, et donc cette configuration faisait tâche dans un problème de réalisme. C'est finalement en décidant d'inverser les rôles que Benjamin Laverne s'est imposé naturellement. Le pensionnaire de la comédie française est en plus un grand amateur de musique, il n'a pas eu de mal à se mettre dans son personnage, puisque dans la vraie vie, il est batteur, guitariste et sait aussi jouer du piano. Pour être en osmose avec son rôle, il a évidemment travaillé les morceaux en amont du tournage, pour faire illusion, puisque c'est lui qui dirige un vrai orchestre lors du film. Le mec qui débarque avec sa gueule de premier de la classe, on n'a rien à voir lui et moi. J'essaie de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas alors qu'on aurait pu être réunis. Pour la moelle, ça a marché. Par contre, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? maintenant j'aurais besoin d'un rein. Alors je me suis dit, comme t'es compatible, si tu pouvais me mettre un poumon avec. Putain, moi je plombe en plus. Cette semaine en salle, c'est aussi l'occasion de découvrir le premier film d'Alexis Langlois, Les Reines du Drame. La musique nous séparera jamais, ok? On va se faire une promesse. Quoi qu'il se passe, on reste ensemble. En 2055, Stevie Shady, un youtubeur hyper botoxé, raconte la descente aux enfers de son idole, Mimi Madour, précipitée par son histoire d'amour avec Billy Kohler. Quoi, Billy? C'est bon, tu peux jouer l'hétéro dans ton clip, mais embrasse-moi, putain. Billy, tu me fais pas un drame, là. C'est vraiment prête à tout pour être famous. Présenté à la semaine de la critique au dernier festival de Cannes en séance spéciale, le film est inspiré de beaucoup d'histoires et de personnages réels, notamment celle de Star is Born de George Cukor ou de plusieurs films de Pedro Almodovar,
mais aussi et surtout de Britney Spears. Le réalisateur a avoué que la pop star a été une véritable source d'inspiration, notamment pour le sujet du fond du film qui traite d'une gloire passée lentement sur le déclin, mais qui est toujours considérée avec beaucoup de tendresse par rapport à son histoire. Côté casting, les acteurs sont pour la plupart de jeunes comédiens sans expérience. On note d'ailleurs la présence de Bilal Hassani dans le rôle du narrateur. Pour la petite anecdote, dans le film, nous suivons différents personnages sur 50 années de leur vie, et ce sont les mêmes acteurs qui les jouent du début à la fin. C'est pour ça qu'ils ont dû utiliser différentes prothèses pour marquer le vieillissement de ces derniers. On termine avec une habitude, un film, encore un, qui était présenté à Cannes en compétition officielle cette année. Petit spoiler, nous en aurons aussi un la semaine prochaine. En tout cas, pour cette semaine, il s'agit de Grand Tour de Miguel Gomez. Nous sommes en 1918 à Rangoon, en Birmanie. Edward, fonctionnaire de l'Empire britannique, doit épouser sa fiancée Molly, mais il choisit de s'enfuir le jour J. Sauf que Molly, elle est déterminée à se marier, alors elle part à la recherche d'Edward et suit les traces de son grand tour à travers l'Asie. On vous le disait, le film a été présenté à Cannes, là où il a reçu le prix de la mise en scène. Alors Grand Tour, il a pris forme la veille du mariage de Miguel Gomez. Le réalisateur lisait un livre de voyage de Somerset Maugham, A Gentleman in the Parlour, dans lequel l'auteur raconte une rencontre avec un Anglais vivant en Birmanie. Il avait fui sa fiancée à travers l'Asie avant d'être rattrapé et de finalement vivre un mariage heureux. Un livre plein de plaisanteries, une sorte de parodie pour se moquer de certains stéréotypes de la société, notamment l'entêtement des femmes qui l'emportent sur la lâcheté des hommes. Alors à partir de cette idée sommaire, de cette parodie de fiancés prenant la fuite en suivant cette route, Miguel Gomez et le scénariste Telmo Churra, ils ont décidé qu'il fallait faire eux-mêmes un grand tour avant de commencer à écrire le scénario. Et puis pour Miguel Gomez, il y a plusieurs grands tours en un dans son film, celui évidemment géographique, où vous pourrez voir des images de l'Asie contemporaine correspondant au parcours des personnages dans un Asie imaginaire qui a été reconstitué en studio. Il y a aussi le grand tour affectif qui est vécu différemment par Edward et Molly. Tous les deux sont en mouvement dans un territoire sentimental qui n'a pas toujours le même chemin. Et puis il y a aussi et surtout le principe de grand tour qui unit ce qui est séparé, les pays, les sexes, les époques, le réel et l'imaginaire, le monde et le cinéma. Enfin voilà, vous avez le tableau de ce film Le Grand Tour que je vous invite à découvrir en salle. Et vous, qu'allez-vous voir au cinéma cette semaine? On vous laisse l'écrire dans les commentaires et à bientôt sur Rétrospect Film.